Salut à tous, bienvenue sur le podcast L'Hebdo des marchés. C'est le dernier de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai arboré une tenue un peu plus décontractée. En plus, on a reçu les casquettes Itoro, donc je la mets pour ce dernier podcast de l'année. Donc voilà, je suis très heureux d'animer ce dernier podcast et en votre compagnie. Et alors, quel va être le sommaire aujourd'hui? Eh bien, on va d'abord parler des banques centrales, puisque la semaine dernière, c'était une semaine banque centrale où la majorité des grandes banques centrales sont revenues et nous ont donné quelques indications pour l'année 2024. Deuxièmement, je vais parler des perspectives de 2024. C'est un exercice toujours très compliqué. Effectivement, on voit que ça marche pas forcément à chaque fois, mais c'est un peu le jeu de la fin de l'année, de parler de ses perspectives et de voir comment on anticipe les marchés. Les visions aussi, on a une vision d'Itoro, donc avec notre analyste global Ben Leider qui nous donne aussi une vision du marché en 2024. Et puis je vais terminer par le CAC 40 à 8000 points. Pourquoi le CAC 40 pourrait terminer à 8000 points et pour ou toucher au moins les 8000 points durant l'année 2024? Il y a plusieurs arguments à cela et je vais vous les partager. Voilà, alors pour commencer, les banques centrales. Alors, les banques centrales, Alors, pourquoi je m'intéresse aux banques centrales d'ailleurs? Parce que ce sont les banques centrales qui donnent le là sur les marchés financiers. C'est ce que coûtent le plus les investisseurs essayer d'anticiper quelle va être la politique monétaire de ces banques centrales concernant les taux d'intérêt. Eh bien, c'est l'exercice le plus fastidieux, on va dire, et aussi celui qui donne la tendance sur les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit la semaine dernière? Ben, on a d'abord la Fed, comme d'habitude, très proactive, qui nous a annoncé que, eh bien, il y aurait des baisses de taux l'année prochaine. Ça a été dit explicitement par Jérôme Powell, le président donc de la Banque centrale américaine, la Fed. Combien? Maintenant, on ne sait pas combien il y aura de baisses de taux, quand est-ce qu'elles vont démarrer. Lorsqu'on regarde, on anticipe, enfin, lorsqu'on regarde les anticipations de marché, eh bien, le marché anticipe trois baisses de taux qui vont démarrer à partir du mois de mars à 80%. Donc, probablement, on aura une première baisse de taux lors de la deuxième réunion de la Fed au mois de mars. La Banque Centrale Européenne nous a donné aucune indication. Comme c'est son habitude, Christine Lagarde est restée dans le flou. Alors, c'est aussi pour se donner quelques latitudes par rapport à la Fed, ne donner aucune indication. Ça donne aussi le sentiment que justement la BCE navigue un petit peu à vue. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va baisser les taux, mais la baisse de taux est beaucoup plus, comment dire, la baisse de taux est beaucoup plus importante pour la BCE parce que on est déjà proche de la récession et l'inflation est aussi quasiment revenue à 2%. On est à 2,5%. Donc, on n'a plus vraiment de raison convaincante pour rester avec des niveaux de taux d'intérêt restrictifs. Je le rappelle, les taux de la BCE sont au niveau de 4%, au plus haut jamais atteint depuis la création de la BCE qui remonte à 1999. Bref, la BCE, comme d'habitude, nous a un petit peu déçus. Et on a eu aussi la Banque centrale suisse qui va aussi commencer à baisser ses taux à partir de 2024. Et à contre-courant, on a la Banque centrale japonaise, la Bank of Japan, qui, elle, eh bien, va probablement commencer à être restrictive, c'est-à-dire commencer à remonter ses taux d'intérêt à partir de 2024, normalement au mois d'avril. On verra ça, on suivra ça avec grand intérêt. Mais justement, on a à contre-courant cette BOJ qui va donc remonter ses taux d'intérêt en 2024. Alors maintenant, donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que finalement les taux vont baisser, probablement donc premier semestre 2024 ou même avant. Ça nous dit que justement c'est positif pour le marché, puisque des taux qui baissent, c'est en général des valorisations qui montent. Et aussi c'est positif historiquement pour l'évolution des marchés financiers. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les marchés. Et donc, ça nous amène justement à la deuxième partie, aux perspectives de 2024. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant de voir, c'est quelles sont les perspectives des grandes banques pour le S&P 500, qui est l'indice principal aux États-Unis. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer quelles sont les perspectives
de ces banques. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas. Alors, attendez une petite seconde. Euh, je vais me connecter tout de suite. Excusez-moi. Alors, hop. Euh, Partage d'écran. Et vous allez voir tout de suite quelles sont eh bien, les anticipations. Donc aujourd'hui, euh, on a un S&P 500 qui est aux alentours des 4700 points. Donc, il n'y a que deux banques, JP Morgan et Morgan Stanley, qui anticipent un S&P 500 au-dessous, vous voyez, au-dessous des niveaux actuels. En revanche, Société Générale, Bank of America, RBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Oppenheimer, Yardeni Research anticipent un S&P 500 au-dessus pour la quasi-totalité des 5000 points. Donc, ça devrait constituer une hausse à peu près entre 8 et 12%, voire plus pour Yardeni et Oppenheimer, mais on devrait avoir un S&P 500 au-dessus des 5000 points en 2024 selon les grandes banques américaines. Alors bien évidemment, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, hein, c'est bien évidemment pas forcément, ça va pas forcément arriver, mais quand on voit qu'il y a un consensus quand même assez important vers eh bien, ces niveaux, on peut se dire il y a quand même une probabilité assez importante pour que eh bien, on ait des marchés qui continuent de progresser. On l'a vu notamment eh bien, au mois de novembre et au début du mois de décembre avec une forte progression qui pourrait donner le là et le ton pour, en tout cas pour le premier trimestre oui, voire plus, premier trimestre, voire premier semestre pour l'année 2024. Ensuite, on ne va pas donner de prévision à trop long terme puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut toujours avoir l'inflation qui repart, on peut avoir une récession qui arrive en zone euro plus marquée, pourquoi pas une récession aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est envisageable. Donc si on avait effectivement des chiffres qui étaient macroéconomiques qui étaient trop eh bien, mauvais, eh bien, on aurait probablement aussi des marchés qui se remettraient à baisser. Mais ce n'est pas le scénario central. Le scénario central, c'est une poursuite de la baisse de l'inflation, couplé avec une croissance économique plutôt modérée et donc des marchés qui progressent. Alors, je vais vous parler maintenant du CAC 40 pour ceux que ça intéresse, le marché français. Il y a 5 raisons pour lesquelles le CAC 40 pourrait eh bien, arriver à 8000 points. Je rappelle, le CAC aujourd'hui est à 7600 points, donc ça ferait 400 points de hausse, ce n'est pas forcément extraordinaire, hein, ça correspond à peu près à 6-7% de hausse, mais pourquoi ce CAC pourrait aller à 8000? Tout d'abord, eh bien parce que les banques centrales continuent de baisser leurs taux. Donc ça va être le thème de l'année. Ensuite, une absence de récession aux États-Unis pourrait constituer aussi un catalyseur de hausse pour l'indice CAC et les indices en général. Ensuite, la pression baissière qui continue à être sur le pétrole, parce que le pétrole, on l'a vu, baisse, notamment, pardon, parce que la demande augmente un petit peu et aussi parce que les États-Unis prennent le contre-pied de l'OPEP, c'est-à-dire que les États-Unis augmentent fortement leur production et qui dit hausse de la production dit hausse de l'offre et dit hausse de l'offre dit baisse du prix du pétrole, pardon. Euh, Ensuite, la saisonnalité est toujours favorable au mois de janvier, février, mars, avril. Parce qu'en moyenne, depuis 1988, depuis que le CAC 40 existe, en moyenne, il a gagné 0,5% en janvier, 1,4% en février, 0,8% en mars et 2,6% en avril. Donc, historiquement, ce sont des mois positifs, les 4 premiers mois de l'année pour le CAC. Et puis ensuite, il y a des facteurs techniques. Évidemment, la hausse qui est arrivée au mois de novembre, c'est essentiellement des débouclages de positions vendeuses de hedge funds. C'est-à-dire que les hedge funds étaient short, la majorité des hedge funds étaient short, c'est-à-dire vendeurs. Et dès qu'il y a eu cette poussée à la hausse, il y a eu un débouclage des positions short, ça s'appelle un short squeeze. Et ensuite, donc, ces positions deviennent acheteuses et donc propulsent les indices
par le haut. Donc, ce qui fait que les gérants de portefeuille ne sont pas entrés en majeure partie sur cette hausse des indices. Donc, ils voudraient rattraper leur retard et par conséquent, eh bien, entrer à l'achat sur les indices et les actions, du coup. Et ça pourrait provoquer justement une poursuite de la hausse des actions. Voilà. Voilà quelles sont les raisons pour lesquelles les actions pourraient monter. Voilà, c'est sûr que le consensus est assez boule, donc c'est-à-dire assez haussier, donc il faut faire attention quand le consensus est quand même très dans le même sens. Ça peut aussi créer des désillusions. Pour l'instant, on ne les voit pas arriver. Toujours est-il que là, maintenant, on rentre dans la période, dans la trêve des confiseurs, c'est-à-dire que cette semaine et la semaine prochaine, ça va être des semaines assez calmes. Cette semaine, on aura quand même les prix à l'inflation, hein, l'inflation des dépenses des ménages aux États-Unis vendredi à 14h30. Donc ça va suivre avec attention. Mais on est quand même sur des marchés qui vont être très calmes avant la fin de l'année. Donc pas vraiment de position importante. Moi, je vous dis à l'année prochaine, hein. C'est vrai que là, c'est le dernier podcast de l'année. Donc, intéressant, une année qui a été très intéressante, qui est une année très haussière pour les indices, pour la majorité des classes d'actifs et notamment aussi les crypto-monnaies. C'est vrai que j'en parle peu, mais les crypto-monnaies ont aussi progressé de manière spectaculaire cette année 2023. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à suivre notre chaîne YouTube eToro France si ça vous a plu. Et je vous dis à l'année prochaine. Salut, ciao.